Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle session de Meet and Connect, ce format confidentiel et convivial qui va vous permettre, dans un petit groupe, puisque vous voyez qu'on est en petit comité ce soir, de pouvoir échanger de manière privilégiée avec une personnalité de notre réseau. Alors ce soir, on va parler cosmétique, beauty tech, sciences, technologie pour essayer de comprendre comment s'intègre et se développe un projet innovant au sein d'un grand groupe, avec l'exemple très probant, très novateur et très avant-gardiste de Duolab. Mais aussi, on abordera des sujets un petit peu plus larges, comment on se prépare sur le plan aussi personnel à aborder un nouveau challenge. Ça, c'est Alain qui nous partagera effectivement son expérience. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Harfouche, qui est directeur général de Duolab. Bonsoir Alain, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu es le commandant de bord, si je puis dire, de ce presque nouveau projet, puisque ça fait déjà depuis 2020 que vous avez lancé ce projet au CES de Las Vegas, après plusieurs années de recherche approfondie, d'études, de tests. Et donc, ce soir, tu vas nous partager, tu vas nous expliquer un petit peu plus précisément le process de développement de cette marque, de ce concept, qui est en fait une start-up au sein d'un grand groupe, le groupe de l'Occitane. Donc, je propose qu'on t'écoute pendant une vingtaine de minutes, que tu nous livres un petit peu ta présentation. Donc, je vais demander peut-être à tout le monde de couper vos caméras et vos sons, et puis voilà, de préparer vos questions. Et puis, à l'issue de la présentation d'Alain, on ouvrira la discussion et on échangera voilà, sur tout ce qui a été dit et puis tout ce qui vous interroge aussi. Voilà, je vous dis à tout à l'heure et maintenant je te laisse la parole, Alain. Merci, bonsoir Claire, bonsoir à tous. Merci Claire pour cette introduction. Donc, j'espère en effet que cette présentation, l'aventure qu'on vit sur Duolab en tant que startup au sein du groupe L'Occitane et ce projet en fait, qu'on va présenter ce soir a un intérêt pour tout le monde. Bon, merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter aujourd'hui un petit peu cette journée qu'on est en train de présenter, qu'on est en train de passer ensemble. J'ai pris comme format le format que vous m'avez adressé de façon à être le plus concis possible pendant ces 20 minutes, mais essayer de raconter de façon la plus juste possible un petit peu l'objet, la raison d'être de cette start-up qu'on a créée et un petit peu le déroulé qu'on a eu et les enseignements principaux qu'on a eu depuis le début. Peut-être avant de me lancer, je vous présente l'agenda pour ce soir. Donc, l'idée, c'est de vous présenter en quelques slides le groupe L'Occitane, ce que ça représente aujourd'hui pour qu'on ait une idée un petit peu de l'environnement dans lequel se situe Duolab. Et ensuite, un petit focus sur Duolab avec une présentation rapide du concept pour que les personnes qui sont présentes ce soir comprennent quelle est cette innovation, comment elle se présente et en quoi il était intéressant de la construire sous la forme d'une start-up. Et puis ensuite, vraiment des éléments plus sur l'organisation de notre start-up au sein du groupe. Avant ça, peut-être quelques mots, je vais me présenter en 2 petites minutes. Donc, Alain Harfouche, moi j'ai bientôt 50 ans, je travaille pour le groupe L'Occitane depuis 20 ans. J'ai été à différentes fonctions de directeur commercial France, tout au début jusqu'au directeur de filiale les 10-15 dernières années, en passant par l'Espagne, l'Europe du Sud et l'Angleterre, qui est une des grandes filiales du groupe. Et il y a à peu près 5 ans maintenant, l'actionnaire du groupe m'a demandé de reprendre la direction de ce projet. Donc, il y a un projet entrepreneurial, un projet d'innovation au sein du groupe. Et donc, progressivement, après avoir recruté mon remplaçant sur l'Angleterre, enfin ma remplaçante à l'époque, sur le marché britannique, j'ai basculé dans un format vraiment différent, c'est-à-dire passer d'une activité d'une filiale qui faisait à peu près, avec l'Europe du Sud, à peu près 150 millions de chiffre d'affaires, à une start-up qui part de zéro, avec tous les enjeux, toute la complexité et tous les challenges qu'on peut rencontrer. Donc, c'est un petit peu cette aventure que je vais vous raconter. On va commencer avec le groupe L'Occitane. J'imagine que la majorité d'entre vous ont entendu parler de l'Occitane, en tout cas de la marque L'Occitane. Mais en chiffres, voilà à peu près ce que ça donne. Donc, le groupe L'Occitane est un groupe qui réalise aujourd'hui un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Il est principalement composé de 8 marques qui ont été intégrées dans le temps,
Donc la marque historique, c'est évidemment la marque L'Occitane en Provence, qui représente une grande partie de l'activité aujourd'hui. Mais progressivement, depuis 2010, on a eu des acquisitions, et donc des marques comme Melvita, Elimis, L'Occitane au Brésil, Herborian, Lime Life, Sol Gennaro et Grown Alchemist sont venus compléter le portefeuille de marques. Pourquoi est-ce que je commence par là? C'est que la spécificité du groupe, donc au-delà du fait que c'est un groupe de cosmétiques naturels, a été de créer sa croissance par l'expansion géographique pour la marque L'Occitane et par l'acquisition de marques existantes avec ces 8 autres marques, enfin 7 autres marques plutôt. Donc, c'était des marques qui étaient déjà existantes et qui ont été acquises et qui sont venues grandir au sein du groupe L'Occitane et accélérer leur croissance. En termes de chiffre d'affaires et en termes de répartition de chiffre d'affaires, donc, si on prend les résultats de ce qu'on appelle l'année fiscale 2023, qui s'est terminée au 31 mars 2023 pour nous, le groupe, d'un point de vue poids de chiffre d'affaires par marque, avait encore à gauche, on voit la marque L'Occitane, qui était la marque la plus importante, un petit pointeur, voilà, avec la marque la plus importante, avec un peu moins de 70% de son chiffre d'affaires qui est réalisé sur la marque L'Occitane. Mais on voit d'autres marques, Elimis, Sol de Janeiro et d'autres marques qui commencent à représenter un poids non négligeable dans l'activité du groupe. Donc on a un groupe qui est, comme je l'ai vu avant, qui représente un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires, 1,3 milliard à peu près sur la marque L'Occitane, et les marques complémentaires qui chacune réalisent entre 50 et 200 millions. Donc des marques avec une taille critique déjà présente. L'ensemble de ces marques permettent au groupe d'être présent de façon très équilibrée sur les différents continents. La région APAC, Asie-Pacifique, est dans la première, les États-Unis est dans la deuxième région pour le groupe, et l'Europe, Middle East, Asia est dans la troisième. Mais on voit qu'on a un portefeuille à la fois de marques, de régions et de canaux de distribution qui est très équilibré, puisque avec l'acquisition de ces nouvelles marques, le groupe qui historiquement était une marque principalement présent en retail, avec la marque L'Occitane, est venu renforcer son expertise en wholesale, donc en utilisant des distributeurs. Ça peut être dans des grands magasins, ça peut être dans des pharmacies, ça peut être dans des chaînes de parfumerie, mais aussi avec une très forte croissance digitale, puisque le online représente à peu près 30 ou un peu plus de 30% de l'activité du groupe aujourd'hui. Donc voilà, un groupe qui a une très forte croissance, qui est passé de 50 millions de chiffre d'affaires en étant monomarque sur la marque L'Occitane en 2000 à 2 milliards en 2023, donc une croissance phénoménale, via des acquisitions, via de la croissance internationale et via de la croissance omnicanale. Et donc, dans ce contexte, la question s'est posée pour Duolab, qui était vraiment une start-up qui est pour le groupe la première marque créée en interne et développée en interne, de se dire comment est-ce qu'on peut intégrer un projet innovant, une marque de toute petite taille, sans chiffre d'affaires au départ, au sein d'un groupe qui a une activité avec des chiffres d'affaires moyens de 50 à 200 millions pour les marques ou 1,3 milliard. Donc, c'est fort un petit peu de cette analyse que l'actionnaire a pris la décision de créer cette entité un petit peu différente pour Duolab, dont je vais vous parler. L'écran qui ne veut pas passer. Voilà. En termes d'activité, un dernier point sur la partie de la répartition du groupe. Comme je l'évoquais avant, le groupe était avant tout un groupe avec une forte présence retail, donc des points de vente sous l'enseigne L'Occitane ou sous l'enseigne des marques acquises par le groupe dans les différents continents. Donc on voit que cette présence permet d'avoir une véritable couverture internationale et une véritable notoriété sur l'ensemble des marques. Donc si on se concentre un petit peu sur Duolab et l'aventure de cette start-up. Donc Duolab a été créé, l'entité juridique Duolab a été créée en 2020 et la présentation de Duolab sur les marchés internationaux s'est faite en 2020. L'idée était vraiment pour le groupe de venir renforcer son positionnement dans la catégorie skincare premium et on renforçait aussi cette capacité du groupe à être un groupe innovant. Et donc, on est venu ajouter à l'expertise de Beauty Tech, à l'expertise de beauté, pardon, la dimension Beauty Tech, donc amener de la technologie en plus du savoir-faire en formulation qui existait déjà. Donc, Duolab, je vais vous le présenter ensuite dans quelques slides, c'est un nouveau concept de soin qui permet de réaliser son soin personnalisé à domicile en 90 secondes et qui va permettre d'avoir des formules tout à fait innovantes, sans conservateur et qui protègent le microbiote naturel de la peau. Le concept de Duolab, donc je l'évoquais, a été lancé en 2020 d'un point de vue commercial, mais la réalité derrière Duolab, en fait, c'est plus de 6 années de développement, de R&D et 23 brevets qui ont été déposés. Et donc, plus
une innovation produit, qui est quelque chose que le groupe L'Occitane savait déjà faire et fait de façon régulière. Là, réellement, c'est un écosystème totalement nouveau qui a été mis en place et qui se compose d'un côté de cette machine, qu'on appelle le formulateur Duolab, mais de l'autre côté, d'un écosystème en fait, de soins avec un formulateur qui va permettre de venir émulsionner et préparer son soin à domicile, une première collection de doses de soins que le client va pouvoir sélectionner, acheter, donc des bases de soins, des actifs et une application qui va permettre au client de comprendre de façon assez simple, en faisant un diagnostic de peau. L'analyse de peau va permettre de comprendre quel est le besoin de cette personne de façon spécifique. Et elle va pouvoir ensuite venir sélectionner ou acheter ses bases et ses actifs et réaliser son soin personnalisé à domicile grâce au formulateur. Donc, on est sur un modèle, je ne sais pas si la comparaison est judicieuse, mais on pourrait appeler le Nespresso de la cosmétique, où vous reconnaissez un petit peu le modèle, où on a d'un côté un élément technologique qui est la machine, des éléments de formulation, donc là, ce n'est pas le café évidemment, c'est le soin visage, et la consommatrice ou le consommateur va être libre de faire évoluer son soin grâce à la technologie qui lui est offerte et grâce aux différentes combinaisons. La façon dont ça va se passer de façon très simple, une fois que le bon duo de soins a été identifié, il va venir positionner la base 1 et la base 2, donc l'actif et la base hydratante, dans le petit dispenser, insérer le dispenser dans le formulateur, et 90 secondes après, pouvoir appuyer sur les côtés, avoir le soin, la dose de soin qui va être fraîchement émulsionnée et libérée. L'ensemble des soins sont naturels, sans conservateur, les capsules sont recyclables, et ça nous a permis aussi de développer des soins qui protègent le microbiote naturel de la peau grâce à l'environnement stérile dans lequel ils sont formés. Voilà. Donc ça, c'est pour comprendre un petit peu le concept. Donc vous l'aurez compris, ce concept, en fait, il est assez éloigné, il est très innovant et très différent de tous les soins habituels qu'un groupe était habitué à faire et que le groupe pouvait vendre dans son réseau habituel. À l'origine de la start-up, il y a une histoire que je vais vous raconter qui est en fait la genèse du produit. Donc Duolab, en fait, en réalité, est un concept qui a aujourd'hui un peu plus de 10 ans. La façon dont ce concept a été développé pendant près de 5 ans, 5 à 6 ans, c'est le groupe L'Occitane et le groupe SEB et les R&D de ces deux grands groupes qui étaient à l'origine du projet. Donc on avait des équipes de chercheurs, des équipes de formulateurs qui ont travaillé de façon active un peu sur un projet qu'on appelait un projet secret, un projet confidentiel au sein du groupe. Et cette partie-là s'est produite entre 2013 et 2018. C'était une partie avec une grosse partie de développement industriel, avec beaucoup de complexité. Mais à un moment donné, en fait, il a fallu préparer le lancement, le go-to-market et l'accélération. Et donc, c'est en 2018 que le groupe a pris une décision de faire un spin-off, de sortir le produit Duolab de l'entité L'Occitane, qui le faisait en collaboration avec le groupe SEB, et de créer une entité indépendante de façon à gagner en agilité, gagner en accélération sur à la fois la finalisation du projet de design et d'industrialisation, mais aussi le lancement commercial. Et donc, à partir de 2018, on a créé avec une équipe très courte l'entité Duolab. Avec cette entité Duolab, on a repris le projet, avec l'équipe Duolab, on a repris le projet comme il avait été développé d'un point de vue industriel au sein des équipes R&D des deux grands groupes. Et l'idée, c'était que dans un temps record, donc entre fin 2018 et fin 2019, début 2020, on devait finaliser le développement industriel, lancer la production, créer la marque, créer la plateforme technologique et l'ensemble des canaux, l'ensemble des éléments nécessaires au lancement de la marque, de façon à pouvoir, dès 2020, lancer les marchés d'un point de vue commercial. Donc en janvier 2020, on a eu la possibilité de se présenter au CES, comme on a évoqué Claire avant, qui est le plus grand salon d'innovation à Vegas. Ensuite, en février 2020, on a lancé le marché britannique, qui était la première filiale qu'on a ouverte à ce moment-là. Et en mars 2020, donc à peine 6 semaines plus tard, le Covid est arrivé, a ralenti l'ensemble des projets de développement et nous a forcé à complètement réinventer le modèle en devenant une marque purement digitale sur laquelle il y avait un peu une remise en question des canaux qui avaient été identifiés au départ, avec des canaux tels que les department stores, les points de vente physiques ou les spas. Donc entre mars 2020 et à peu près printemps 2022, on a eu un développement principalement digital sur le marché britannique.
Et à la sortie du Covid, à partir du moment où on a pu produire des nouvelles machines, produire des nouveaux soins qui eux-mêmes étaient homologués pour d'autres marchés, on a repris notre phase d'accélération et de déploiement pour nous lancer sur le marché suisse il y a à peu près un an maintenant, au printemps 2022. Tout récemment, il y a 2 mois, aux États-Unis. Et la volonté, l'ambition, c'est d'aller sur le marché asiatique et déployer sur l'ensemble des marchés européens et du Middle East à partir de 2023-2024. Donc, cette phase, en fait, s'est fait en 2 temps pour 2 raisons. La première, c'est tout ce qui avait été fait en amont, au moment où le projet était complètement piloté au sein de l'Occitane et du groupe SEB, était en fait très lourd industriellement, nécessitait des standards de qualité, des standards, des procédures très élevées et des investissements financiers relativement élevés. Mais ça voulait aussi dire des temps de production, des temps de réaction très longs. Ces 6 années, en fait, ont été clés pour créer le concept, comme on le connaît aujourd'hui, mais aussi ils ont été relativement longs et donc font que quand le concept a été lancé en 2018 ou en 2020, on avait déjà une évolution du marché qui faisait que ce qui avait été initié au départ ne correspondait plus à 100% aux besoins des marchés, ou en tout cas à la réalité du marché d'un point de vue technologique en 2018-2020. Donc l'actionnaire a décidé en 2018 d'accélérer un petit peu les procédures, parce que de façon très concrète, si c'était resté au sein du groupe et si on avait poursuivi au sein du groupe le déploiement commercial ou le déploiement du branding, on n'aurait jamais pu le faire en 1 an et demi pour être prêt en 2020, mais ça aurait à nouveau pris peut-être 2, 3 ou 4 ans, ce qui aurait été bien trop long. Donc, toute la partie, je dirais, lourde de l'industriel, des investissements financiers était faite, mais on était sur une activité qui n'était pas le core business des 2 grands groupes. Le groupe SEB sait faire de la beauty tech, mais avec des échelles différentes, et le groupe L'Occitane fait surtout de la formulation. Donc, l'idée, c'était de se dire comment on prend ce projet et on le déploie de façon beaucoup plus agile, beaucoup plus autonome, et avec un mindset beaucoup plus entrepreneurial de test and learn, au sein, avec le support du groupe, mais au sein d'une entité plus petite. Donc, c'est là où, comme je l'évoquais, entre juin 2018 et décembre 2019, on a pu reprendre le projet, se l'approprier, aller travailler la partie de branding, créer l'infrastructure technologique et avancer de façon beaucoup plus rapide pour enfin vers le déploiement commercial, qui s'est fait aussi, vous l'avez compris, avec les problématiques de Covid, de façon très à la fois stratégique, mais réactive. C'est-à-dire qu'on avait une vision stratégique et un plan à 3-5 ans sur les canaux, les marchés où on voulait aller, mais la réalité de l'environnement dans lequel on s'est trouvé, la réalité des formulateurs qui n'étaient pas homologués sur l'ensemble des marchés comme on l'avait prévu, nous ont forcé à être plus, à trouver un équilibre plus important entre la stratégie et la tactique et la réactivité à avoir au quotidien. Et donc là, réellement, les caractéristiques de l'équipe et ce qu'il a fallu faire, c'est être beaucoup plus entrepreneurial, intrapreneurial dans l'approche, savoir prendre des risques sur des prises de marché, savoir prendre des risques sur, par exemple, la production de quantité de MOQ, alors qu'on n'avait pas encore les commandes confirmées en face, ce qui aurait été tout à fait impossible au sein du groupe avec les procédures, et avoir beaucoup plus d'agilité dans les prises de participation, dans les prises de marché. Donc, si je devais le résumer, si je devais amener en quelques slides les grands éléments qui ont été importants dans ces prises de décision, j'ai essayé de les résumer sous 3 slides. La première, c'est les décisions clés qui ont permis d'avoir une start-up au sein d'un groupe et de faire que cette start-up puisse fonctionner dans la durée. Donc, la première, ça a été vraiment la décision très tôt de créer une entité légale indépendante. Donc, aujourd'hui, Biolab a 2 sociétés, une société principale qui est basée en Suisse, une deuxième qui est basée en Angleterre. Elle dépend de l'actionnariat du groupe, mais elle est aussi totalement indépendante dans ses prises de décision. Elle est indépendante pour le deuxième point qui est clé, et chaque fois que j'ai pu partager des expériences similaires avec des startups qui appartiennent à d'autres groupes, je me suis rendu compte que ce n'était pas toujours fait. Aujourd'hui, nous, on a la chance, enfin plus que la chance, je dirais que c'est un élément clé. Je reporte et l'entité dépend de notre actionnaire, donc le chairman du groupe. Selon les groupes, ça doit être au minimum l'actionnaire ou le CEO du groupe comme sponsor principal du projet. Toutes les expériences que j'ai pu avoir, tous les cas de start-up similaires que j'ai pu voir dans lesquels la start-up était rattachée à la direction commerciale du groupe,
soulèvent des enjeux de core business, de complexité, je dirais, d'attentes qui sont très différentes. Et donc, nous, c'était vraiment un élément clé et on se rend compte aujourd'hui que c'est un élément indispensable au succès de la startup, qui est d'être attaché au plus haut niveau d'un point de vue reporting, parce que la vision de l'actionnaire est très différente de celle d'un directeur général qui a des comptes à rendre d'un point de vue annuel sur les investissements, les retours sur investissement, les budgets qui ont été faits. Dans le cadre d'une startup, c'est vrai qu'on est sur une vision à 3-5 ans avec des enjeux très différents. L'autre élément clé, ça a été la décision qui a été prise avec le groupe, avec la direction financière du groupe, d'être totalement autonome sur les infrastructures systèmes. Donc, on est avec nos propres outils, notre propre plateforme technologique, notre propre plateforme web. On a notre payroll qui est géré avec une fiduciaire indépendante. On est déconnecté de SAP et on a un reporting qui est relativement limité, ce qui nous permet de fonctionner avec le groupe, d'échanger avec le groupe de façon très agile, mais de ne pas être limité par toutes les procédures et tous les process internes au groupe qui sont nécessaires pour un groupe de 2 milliards, mais qui ralentiraient fortement notre déploiement. Et on le voit au quotidien hein, quand on a besoin d'être très réactif sur le placement la création de nouveaux comptes, le placement de nouvelles commandes, l'ouverture de nouveaux marchés. Le fait d'être déconnecté nous permet de faire ça de façon très agile. On est un peu en hors process et on a un équilibre dans la façon de travailler avec le groupe où on a certains points d'entrée incontournables qu'on doit respecter, mais de façon générale, on évite de rentrer dans un flot de validation qui peut être très lourd et qui nécessite des semaines là où on peut prendre des décisions en quelques jours. On a au même moment une indépendance totale sur la partie commerciale et sur la partie stratégique et marketing. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'aujourd'hui, quand au sein du groupe, certaines décisions, par exemple, peuvent être prises en centrale parce qu'on a une stratégie de marque, que ce soit sur la marque L'Occitane ou sur les autres marques, on arrive en tant que Duolab, en tant que marque indépendante, à faire notre stratégie, à bien sûr respecter la vision groupe, mais à ne pas devoir valider nos décisions locales ou nos décisions globales dans le cadre d'un plan stratégique groupe. Et c'est assez important parce qu'on se rend compte aujourd'hui, puisque les stratégies marketing en général sont déployées de façon transverse, on a des enjeux assez importants de responsabilité sociale, on a des enjeux importants de cohérence de stratégie marketing. Le fait que Duolab soit indépendant nous permet de pouvoir faire des décisions dans le respect du groupe, mais de façon beaucoup plus autonome. D'un point de vue organisationnel, on est parti au début avec une équipe de 4-5 personnes. On est monté à un moment donné jusqu'à 10-12 personnes, et puis on est redescendu à 5-6 personnes aujourd'hui. Et on a un mix de personnes salariées de Duolab, de freelance et de consultants. Là, on a besoin sur des expertises spécifiques. C'est principalement sur le legal, sur l'IT, sur certaines fonctions de création, sur les fonctions digitales. Et ensuite, on va s'adosser quand même aux fonctions du groupe, là où il y a des entrées industrielles très fortes, des coûts à l'entrée très forts, comme la production industrielle, l'aspect légal, la réglementation et le financement du groupe. D'un point de vue physique, on est en dehors du groupe. Aujourd'hui, on a des bureaux indépendants. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir travailler avec cette agilité, ce mindset entrepreneurial, même si on est adossé au groupe. On travaille aujourd'hui, par exemple, dans des bureaux Regus et Spaces sur Genève. Et donc, on est dans un environnement beaucoup plus agile avec d'autres startups, ce qui nous force et ce qui nous permet en fait d'avoir cet échange et cette agilité au quotidien. Et enfin, le dernier aspect, j'en parle là, mais c'était important. Il y avait aussi des débats sur, aujourd'hui, quand on est au sein du groupe, il y a des long-term incentives, il y a des politiques de bonus annuels liés aux résultats du groupe, il y a des politiques de bonus annuels liées à un certain nombre de facteurs. Et en fait, la décision a été prise pour Duolab d'être totalement indépendant là-dessus et donc de créer un système qui soit totalement lié à la performance de la startup, indépendamment des bons ou des mauvais résultats du groupe. Donc c'est vraiment un double tranchant, c'est-à-dire qu'on ne bénéficie pas des bons résultats du groupe, mais en même temps, ça a permis de dire, voilà, aujourd'hui, cette entité a des enjeux avec des échelles de temps différents, avec des objectifs différents. Comment est-ce qu'on s'assure que les personnes qui sont dédiées à cette entité-là sont totalement motivées par ces objectifs-là et ne sont pas, je dirais, radossées avec un confort qui est celui du groupe.
En termes de, si je veux simplifier au maximum, c'est ce que je voulais faire là, donc en termes de report, on est dans un format qui ressemble à ça aujourd'hui. On a l'actionnaire du groupe, Renault Gégère, qui est le sponsor du projet et qui est l'interlocuteur avec lequel je pilote ce projet depuis bientôt 5 ans. On a évidemment, et il y a souvent des échanges avec le CIO, le groupe CIO, parce qu'on a quand même une stratégie et un groupe qui doit être perçu et comprise et intégré dans ce que fait le Lab. Mais les autres marques et par exemple la direction commerciale groupe avec le directeur général groupe, euh, on a des échanges, mais beaucoup moins que ce qu'on pourrait avoir dans d'autres cas. Si on avait été une marque intégrée comme d'autres marques, on serait sous le directeur général groupe et non pas au niveau de l'actionnariat au-dessus. Donc ce choix, évidemment, ce n'est pas un choix qui est le mien, c'est le choix et c'est la vision de l'actionnaire qui est sponsor de ce projet depuis le début. C'est quelque chose d'assez unique, mais qui permet à Duolab en fait, de se projeter dans des échelles de temps bien différentes. Les autres key learnings sur la partie équipe et sur la façon de structurer l'équipe. Donc là, moi-même, comme je l'évoquais avant, ça fait 20 ans que je travaille pour le groupe. J'ai travaillé pendant à peu près 15 à 16 ans en tant que patron de filiale sur différentes unités. Et il a fallu que je sorte de ce schéma-là, sorte du bureau de Londres où j'avais 120 personnes au bureau et à peu près 1000 personnes dans les effectifs total, pour repartir sur une organisation un petit peu différente, très courte. Et là, c'est assez intéressant, mais j'ai appris avec le temps aussi de se poser la question, OK, comment et quel type d'organisation il faut mettre en place, quels sont les profils qui peuvent fonctionner chez Duolab, mais qui peuvent fonctionner en groupe, mais qui ne fonctionneraient pas chez Duolab, et vice-versa. Et donc là, si je devais résumer en 5-6 bullet points, c'est un petit peu les éléments suivants. Donc le premier, c'est vraiment trouver des personnes qui ont cette caractéristique, qui ont cet entrepreneuriat ou intrapreneuriat dans l'état d'esprit et dans la facilité de travailler, et qui sont capables de travailler dans un environnement instable, un environnement où ce qu'on annonce ne va pas forcément être ce qu'on annonce ne va pas forcément être délivré à tous les niveaux au cours des 3, 6 ou 12 prochains mois. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de ce qu'on annonce, en fait, c'est de la projection. On n'a aucun historique, que ce soit dans les délivrables de production ou dans les délivrables commerciaux. Et j'ai commencé par là parce que je me suis rendu compte qu'on avait des gens qui étaient talentueux, qui arrivaient à être très confortables dès lors que l'environnement dans lequel ils était connu et plus ou moins maîtrisé, mais qui pouvaient perdre toutes leurs ressources dès lors qu'au bout de 6 mois ou 8 mois, ils se rendaient compte que je dirais les ambitions ou projets qu'on avait étaient en réalité très différents de ce qu'on avait annoncé. Pourquoi est-ce qu'ils perdent leurs moyens? Pas parce qu'ils n'ont pas les capacités, mais parce que ça soulève des questions qui sont des questions très personnelles de est-ce que mon contrat de travail peut être mis en question? Est-ce que mes capacités à délivrer peuvent être mises en question? Et on a beau rassurer ces personnes-là, il y a une réalité qui est pas forcément mesurable, qui est la réalité du quotidien dans laquelle on se situe, qui est les gens voient la réalité dans laquelle se situe la start-up et se sentent plus ou moins confortables dans ce nouvel environnement qui est très mobile. Donc, on a besoin de personnes autonomes, on a besoin de personnes agiles, on a besoin de personnes flexibles, on a besoin en même temps de team players. Et team players, ça vient un petit peu balancer le côté autonome, c'est-à-dire on a besoin de personnes qui sont capables de délivrer seules une tâche, peut-être du début à la fin, mais de travailler en équipe de façon très efficace. Pourquoi? Parce que l'équipe est courte, et donc il faut absolument communiquer de façon efficace avec le reste de l'équipe sur ce qu'on est en train de faire. Et donc là, on a des méthodes de travail qu'on a mis en place pour pouvoir y arriver. L'autre point important, et c'est un petit peu aussi une limitation qu'on peut retrouver dans les équipes qu'on avait au sein du groupe, même quand elles étaient performantes, c'est être capable d'être multitask. Et donc là, en fait, on a besoin de profils qui soient experts sur un métier, donc experts en marketing, mais experts en marketing au sens large, et capables de faire à la fois des éléments stratégiques et des éléments opérationnels. Les personnes qui font de la supply chain, des opérations, doivent être capables de gérer un Excel de A à Z pour produire les forecasts, mais aussi de discuter avec des fournisseurs comme le groupe SEB, qui sont habitués à avoir des procédures sur du long terme et avec des interlocuteurs d'un niveau de seniorité supérieur. Donc, à la fois ce côté maturité professionnelle, multitask, autonomie sont des éléments importants. Le troisième point, c'est aussi de comprendre, parce que malgré tout, on fait partie du groupe et donc on doit trouver cette façon de communiquer avec le groupe, c'était de créer un équilibre entre des profils internes et des profils externes.
Au début, on avait beaucoup de gens, de façon tout à fait transparente, on avait beaucoup de gens qui venaient du groupe et qui avaient basculé dans la startup. Et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas bien, pour les raisons 1 et 2 que j'ai évoquées au-dessus, mais aussi parce qu'on avait besoin d'apporter une façon de travailler un petit peu différente, des gens qui avaient l'habitude de travailler dans des environnements un peu plus agiles. Et donc, on a, avec le temps, fait évoluer l'organisation pour avoir cet équilibre entre des personnes qui connaissent bien le groupe, qui savent aller décrocher le téléphone, aller agir au bon endroit au sein du groupe quand on avait des points bloquants, mais en même temps aussi des personnes qui venaient de l'extérieur et qui étaient capables d'amener toute leur agilité dans la façon de travailler et dans l'apport de nouvelles idées. Voilà. Le quatrième point, je l'ai évoqué juste avant, hein, sur la partie de prise de risque et sur la partie d'expertise élargie. Et de façon générale, en fait, on s'est rendu compte, et on le savait, mais qu'il fallait éviter des personnes qui étaient risque averses, c'est-à-dire qui vraiment pouvaient perdre tous leurs moyens dans un environnement qui nécessitait de la prise de risque au quotidien, en tout cas sur des périodes régulières. D'un point de vue, slide qui bloque, d'un point de vue un peu organisationnel, donc ça ressemble un petit peu à ça. On a une équipe très courte où je travaille aujourd'hui avec une équipe de 4-5 personnes. Et en réalité, c'est très linéaire, c'est-à-dire on travaille tous, et moi je m'occupe aussi une grande partie de la partie commerciale, on travaille tous avec plus des domaines d'expertise que réellement des responsabilités hiérarchiques. On est adossé à des partenaires externes qui sont des partenaires de long terme. Certaines personnes, que ce soit sur la production d'assets, sur la comptabilité, sur la fiduciaire, travaillent avec nous depuis 1 à 2 ans maintenant. Et on a le support du groupe sur certaines missions ou certains éléments, soit financiers, soit d'un point de vue légal, soit évidemment sur la partie de production, puisque nos soins en fait sont produits au sein du groupe. L'outil industriel et l'investissement industriel étant fait au sein du groupe L'Occitane. Donc c'est un modèle hybride dans lequel on fonctionne aujourd'hui, mais avec une prise de décision et une structure qui est très très courte sur la partie du OLAP pur. D'un point de vue financier et reporting, on est sur un modèle qui ressemble à peu près à ça. Donc, on a une fois par an une construction d'une revue annuelle du budget et la revue annuelle du business plan sur du long terme, 3 à 5 ans, qui se fait avec l'actionnaire du groupe, le groupe le CIO et le CFO, puisqu'aujourd'hui, on a un financement, je dirais qu'un peu notre business angel ou notre venture capital, c'est le groupe aujourd'hui. Donc, on a le directeur financier du groupe qui est présent pour comprendre un peu nos perspectives, nos besoins de financement et les retours sur investissement qu'on présente sur des délais à moyen long terme. Et ensuite, on a des reportings qui sont très limités par rapport à ce qu'on pourrait retrouver en mode traditionnel. On est sur un reporting trimestriel et même, il y a eu une période où c'était uniquement 2 fois par an avec l'actionnaire et le CFO. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait toute la phase Covid où on était plus avec assez peu de déploiement commercial, mais plus sur la refonte stratégique. Et donc là, même le groupe CFO n'était pas présent. Et par contre, on est sur des échanges très réguliers, tous les mois, tous les 2 mois, avec notre actionnaire. Je suis en échange régulier avec notre actionnaire, qui est le principal sponsor. Et ensuite, les points beaucoup plus récurrents, donc de façon hebdomadaire, quotidienne, hebdomadaire et mensuelle, se situent au sein de la core team du OLAB, sans forcément avoir d'autres interactions au niveau du groupe. Voilà à peu près les éléments, en espérant que cette synthèse qui est vraiment très courte puisse vous donner un peu de visibilité sur la façon dont ça fonctionne et éventuellement soulever des questions.